Au Nigeria, Human Rights Watch a exhorté les autorités à libérer des milliers d'enfants en raison de liens présumés avec les insurgés islamistes du groupe Boko Haram. Signature mardi d'un accord entre le Rwanda, l'Union africaine et le Haut-Commissariat de l'ONU aux réfugiés. L'objectif est d'accueillir temporairement des réfugiés demandeurs d'asile africains bloqués en Libye. La dengue fait de plus en plus de ravages en Asie du Sud-Est. Face à la situation, les scientifiques s'attaquent à la propagation du virus avec une expérimentation testée dans 9 pays, dont le Vietnam. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue dans cette session d'information que nous ouvrons par le Nigeria avec la lutte contre le terrorisme qui fait des victimes collatérales. Human Rights Watch a en effet exhorté mardi le Nigeria à libérer des milliers d'enfants détenus par l'armée en raison de liens possibles avec des insurgés islamistes du groupe Boko Haram. Reportage. Human Rights Watch a fait de graves révélations dans un rapport. Des milliers d'enfants sont détenus arbitrairement dans des conditions dégradantes et inhumaines, en particulier dans la caserne de Diwa, dans la ville de Maiduguri, située dans le nord-est du Nigeria. Selon les Nations Unies, 3600 enfants, dont 1617 filles, ont été détenus de janvier 2013 à mars 2019 pour leur implication présumée dans des groupes armés. D'après une chargée de la défense des droits des enfants à Human Rights Watch, les enfants sont détenus dans des conditions horribles depuis des années, avec peu ou pas de preuves de lien avec Boko Haram et sans avoir été traduits en justice. Beaucoup de ces enfants ont déjà survécu aux attaques de Boko Haram. Les traitements cruels infligés par les autorités aggravent leurs souffrances et les rendent encore plus vulnérables. Tout en reconnaissant que le Nigeria est confronté à des défis considérables posés par l'insurrection de Boko Haram, la détention de milliers d'enfants ne peut être une réponse, selon Human Rights Watch, qui soutient que les enfants touchés par le conflit ont besoin d'être scolarisés, pas emprisonnés. L'Organisation de défense des droits humains demande au gouvernement nigérien de signer un accord avec les Nations Unies pour garantir le transfert des enfants aux autorités de protection de l'enfance pour leur réunification familiale et leur réintégration dans la communauté. L'armée nigériane a rejeté mardi dans un communiqué les conclusions du rapport de Human Rights Watch, affirmant qu'elles n'étaient pas seulement erronées, mais de nature à empêcher le rétablissement de la paix. Signature mardi d'un accord entre le Rwanda, l'Union africaine et le Haut-Commissariat de l'ONU aux réfugiés. L'objectif est d'accueillir temporairement des réfugiés et demandeurs d'asile africains bloqués en Libye. Il s'agit là d'un accord que l'Union africaine espère répliquer avec d'autres nations du continent. Le Rwanda recevra un nombre initial de 500 personnes dans quelques semaines. Cette déclaration a été faite par Hope Tumukunde Gasatura, représentante permanente du Rwanda à l'Union africaine, lors d'une conférence de presse à Addis Abeba aux côtés de représentants de l'organisation panafricaine et du Haut-Commissariat pour les réfugiés. Le premier groupe est composé principalement de personnes originaires de la Corne de l'Afrique. Elles seront accueillies dans un centre de transit au Rwanda avant d'être relocalisées dans d'autres pays ou, s'ils le veulent, retourner dans leur propre pays. La ministre chargée des mesures d'urgence a déclaré à la presse à Kigali que certains réfugiés pourraient recevoir l'autorisation de rester au Rwanda. L'ONU estime que 42 000 réfugiés africains se trouvent actuellement en Libye et de moins en moins de pays à travers le monde sont prêts à accueillir des réfugiés. Mais le président rwandais avait proposé, dès novembre 2017, d'accueillir des Africains bloqués en Libye dans la foulée d'un reportage de CNN montrant ce qui ressemblait à un marché d'esclaves. La question a une nouvelle fois pris de l'importance après la mort en juillet de 40 personnes tuées dans une frappe aérienne sur un centre de détention de migrants à Tadjoura, dans la banlieue est de Tripoli. À présent, le gouvernement rwandais se dit prêt à accueillir dans son centre de transit jusqu'à 30 000 Africains bloqués en Libye, mais uniquement par groupe de 500, afin d'éviter que le pays ne soit débordé. L'Union africaine espère que d'autres pays africains accepteront de fournir une aide similaire. Au Sud-Soudan, le chef rebelle Riek Machar s'est entretenu au palais de la présidence à Djouba avec le président Salva Kiir. Cette rencontre intervient alors que les deux rivaux tentent de sauver un accord de paix dans l'impasse.
Riek Machar et Salva Kiir se tapotant les épaules et se serrant les mains au palais de la présidence à Juba. Il s'agit d'images comme on n'en a plus vu depuis très longtemps. Le chef rebelle, arrivé lundi dans la capitale sud-soudanaise, a rencontré le président sud-soudanais pour discuter de paix et des conditions de sécurité. Les discussions se sont concentrées sur les arrangements de sécurité parce qu'il s'agit d'une des dispositions fondamentales de l'accord de paix signé en 2018. Machar, qui vit en exil à Khartoum, est arrivé lundi dans un avion soudanais précédé par 2 autres appareils transportant une large délégation d'une 60aine de personnes. La visite de Machar devrait durer 2 jours. Elle intervient alors que se rapproche la date butoir fixée à début novembre pour la formation d'un gouvernement transitoire d'union nationale, point clé de l'accord de paix signé en septembre 2018 à Addis Abeba et qui prévoit notamment la nomination de Riek Machar au poste de vice-président. Il faut dire que Salva Kiir et Riek Machar ne se sont pas vus depuis une rencontre au Vatican en avril. Rencontre durant laquelle le pape François a baisé les pieds des 2 hommes accusés de crimes de guerre. Rentrée scolaire 2019-2020 au Niger, toutes les dispositions sont prises pour qu'elles soient effectives au niveau du primaire. Selon le gouvernement, les affectations des enseignants sont terminées et les fournitures scolaires acheminées. Le ministre nigérien de l'enseignement primaire, Daouda Mamadou Mart, au micro de Abdul Karim Mahamadou, notre correspondant au Niger. La première des choses, c'est la question de la mise en place des enseignants. Dans toutes les régions, nous avons mis un dispositif pour que ces enseignants soient mis en place pour les directeurs d'école au plus tard le 15 septembre. Mais aussi les fournitures. Plus que ce dispositif de manuels et fournitures et des enseignants, la question principale à laquelle nous avons abouti à Ottawa est cette affaire de la révision du programme d'enseignement au Niger. Il vous souviendra que depuis 1988, le Niger a utilisé un programme, une sorte de curricula pour l'enseignement. Et il est ressorti après 31 ans que ce programme-là a quelques défaillances, quelques insuffisances liées au fait qu'il ne soit pas adapté au milieu de l'enfant. Donc nous avons pris des mesures pour essayer de le toiletter. Et ce toilettage fera en sorte que nous ayons beaucoup plus mis l'accent sur la réalité de l'enfant. Et nous avons déjà eu de toutes les informations de nos fournisseurs qu'au plus tard, le 30 septembre, les fournitures de cette année-là nous seront mises en place. Et non seulement ça permettra d'achever l'année en cours, mais aussi ça nous permettra d'avoir un excédent afin de préparer la rentrée prochaine, surprochaine, si je peux l'appeler comme ça, 2020-2021, afin que nous, à chaque année, début d'année, nous n'ayons pas de rupture de fourniture. Contaminé par la fièvre revendicatrice de réhabilitation des routes nationales du Mali par les jeunes de Kita, Kaïgao, les jeunes de la cité de 333C ont aussi décidé de rentrer dans la danse. Ils ont bloqué les 2 principales routes de la ville et l'aéroport. Les jeunes protestataires de Tombouctou continuaient lundi de bloquer la route qui mène à l'aéroport de la ville en maintenant la pression pour empêcher toute personne de sortir et d'entrer. C'est l'entrée de l'aéroport de Tombouctou que nous avons fermée. Et jusqu'à satisfaction de nos doléances, cette porte restera fermée. Nul ne rentrera et nul ne sortira. Jusqu'à présent, la capitale régionale, Tombouctou, n'est pas liée à sa capitale nationale. Donc vraiment, c'est des revendications nobles. Vraiment, on veut une route. Voilà, une route, c'est le développement. Sans route, il n'y a pas de développement. Sans route, bon, c'est l'insécurité et tout ça là, qui va avec. Oui, c'est vrai. On ferme la porte de l'aéroport. Celui qui veut voyager, il peut prendre la route. Là, il va voir ce que nous, on voit chaque matin. Les manifestants ont bloqué depuis le week-end la voie d'accès à l'aéroport pour réclamer la réhabilitation et la sécurisation de la route liant la ville malienne au centre et au sud du pays. Le collectif Tombouctou réclame ses droits, imite ainsi d'autres mouvements citoyens au Mali qui, ces dernières semaines, ont entrepris de bloquer les routes nationales pour demander leur réhabilitation et protester contre ce qu'ils considèrent être de fausses promesses du gouvernement.
Des gants de latex en guise de sonde urinaire, des salles d'opération à l'arrêt, faute d'éclairage, des patients contraints de payer le plein de carburant de leur ambulance. Il s'agit là d'un bref état des lieux du système de santé au Zimbabwe, naguère loué pour son efficacité. Le système sanitaire de ce pays agonise et ses usagers aussi. Dans les hôpitaux d'Harare, autrefois présentés comme offrant des soins de qualité, des opérations sont désormais régulièrement reportées ou annulées, faute de produits anesthésiants. La situation est tout aussi inquiétante dans le service de pédiatrie de l'hôpital central d'Harare, un des principaux établissements du pays. Selon des médecins, le ménage est fait 2 fois par semaine, faute de personnel et de détergents. Une seule des 3 salles d'opération du service de pédiatrie est opérationnelle. Les interventions chirurgicales y sont aussi souvent reportées par manque d'eau courante et d'infirmières. Manque de médicaments, équipements obsolètes et manque de personnel, le cocktail s'avère parfois mortel. Ce que font les gouvernements, c'est de nous fournir des médecins, pas de médicaments. Depuis le début des années 1990, le système de santé publique n'a cessé de se dégrader dans ce pays. Héritage des années Mugabe, l'interminable crise économique dans laquelle le pays se débat depuis 20 ans, avec un cortège d'inflation à 3 chiffres, de dévaluation et de pénurie de produits de base, a précipité la dégringolade. Comme notre économie n'a pas été performante, les choses ont commencé à se détériorer. Certes, au cours des premières années, nous avons fait de bonnes choses, mais à la fin, beaucoup de choses sont arrivées et c'est encore là où nous avons soulevé la question de la corruption. Dans les hôpitaux, les patients et leurs proches subissent la situation au quotidien, interloqués. Devant ce tableau déjà sombre, les médecins viennent d'entamer un énième mouvement de grève. On parle toujours santé. La dengue fait de plus en plus de ravages en Asie du Sud-Est. Face à la situation, les scientifiques s'attaquent à la propagation du virus avec une expérimentation testée dans 9 pays, dont le Vietnam. Des centaines de morts sont dénombrés aux Philippines, des hôpitaux envahis de malades au Vietnam, en Malaisie, en Birmanie et au Cambodge. L'Asie du Sud-Est est accablée par une épidémie de dengue. Conduite par le Programme mondial de lutte contre les moustiques, une expérimentation de bactéries est en cours. Elle consiste à injecter à des moustiques en laboratoire une bactérie, la Wolbachia, qui réduit considérablement une possible transmission à l'homme de la dengue, mais aussi d'autres virus comme le Zika, le chikungunya ou la fièvre jaune. Les insectes, une fois lâchés dans la nature, se reproduisent avec l'espèce vecteur de ces maladies. Les bébés porteurs de la bactérie n'ont qu'une infime chance de transmettre le virus. Les chercheurs espèrent éradiquer la maladie par cette technique. Au Vietnam, les premiers résultats sur la dengue sont prometteurs. Environ un demi-million de moustiques porteurs de la Wolbachia y ont été relâchés l'an dernier, précisément dans un district surpeuplé dans le sud du pays particulièrement vulnérable à la dengue. Depuis, les cas ont diminué dans cette zone de 86% par rapport à la station balnéaire voisine, d'après les scientifiques. Et les habitants sont soulagés car si les insectes continuent de circuler, la majorité est désormais porteur de la Wolbachia. La dengue, dont les symptômes s'apparentent à un syndrome grippal, touche plus sévèrement les enfants, en particulier les jeunes filles, bien que les scientifiques ne sachent pas pourquoi. Aucun traitement spécifique n'existe. Ce sera tout pour ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée à nos compagnies.